pour conclure notre soirée, nous allons recevoir donc Sophie Parent, travailleuse sociale et étudiante au doctorat en travail social et ancienne présentatrice. Elle a présenté 2 fois à Bistro Brain avec l'événement donc Sexe, agression et couple du 9 février 2022 et les grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke le 8 juin 2022. Ce soir, elle va nous parler des familles pluriparentales avec la possibilité d'avoir donc plus de 2 parents. Merci d'applaudir Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le chaleureux accueil. Justement, je m'appelle Sophie. Comme ça a déjà été mentionné, je suis travailleuse sociale et étudiante au doctorat. Puis moi, dans la vie, je travaille sur la reconnaissance et le rapport aux institutions des familles polyparentales, qui est une forme de pluriparentalité. Fait que, qu'est-ce que c'est ça, la pluriparentalité? Il y a toutes sortes de pluriparentalité. Là. On s'entend que c'est quelque chose d'assez large. Ça peut être un beau-parent est techniquement pluriparent parce que il vient s'ajouter à une équipe parentale déjà composée de 2 personnes. Mais moi, je m'intéresse plus aux réalités pluriparentales qui touchent aux questions plus par rapport aux réalités LGBT puis au polyamour. Donc, dans cet univers-là, moi, je m'intéresse aux constellations familiales où est-ce qu'il y a plus que 2 parents. Dans la vie, la pluriparentalité, c'est pas la même chose que la pluriparenté, mais pour ce soir, je vais utiliser les 2 mots comme synonymes, si vous le permettez. Donc, moi, je vais vous parler d'un projet d'article qui est présentement soumis. Donc, j'attends des nouvelles de la revue pour savoir si ça va être publié. Mais cette idée d'article-là, en fait, est partie d'une niaiserie dite par un politicien, comme ça arrive de temps en temps. J'ai M. Simon Jolin Barrette ici qui avait déclaré que c'est pas favorable aux intérêts des enfants d'avoir plus que 2 parents pour justifier le fait qu'il a écarté la pluriparentalité de la dernière réforme du droit de la famille. Sauf que là, on parle de lutte sociale ce soir, il y a des gens qui n'étaient pas exactement d'accord avec ça. Ça a marché. Il y a la Coalition des familles LGBT au Québec qui, avec 2 familles pluriparentales, justement, de leur côté, ont fait comme « Hey, c'est pas vrai ça! » En fait, la question du meilleur intérêt de l'enfant, c'est sûrement pas dans l'intérêt de l'enfant de ne pas reconnaître tous ses parents. Et ont décidé, en fait, d'aller en cours contre le gouvernement du Québec pour faire reconnaître, en fait, la possibilité qu'il y ait plus que 2 parents. Puis, cette histoire-là, c'est passé en cours. Il y a eu un procès le 14 juin dernier. Vous en avez sûrement pas entendu parler parce que, c'est des vraies familles avec des enfants et donc, pour les protéger, ça s'est passé à huis clos. Le jugement n'est pas encore rendu. On attend la suite. Je vais sauter ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, moi, il y a quelque chose, en fait, qui m'a beaucoup dérangée dans le débat. C'est qu'on parle beaucoup de la question du meilleur intérêt de l'enfant. C'est-tu dans le meilleur intérêt de l'enfant ou pas d'avoir plus que 2 parents? Là, si on va regarder dans les textes de loi, là, je suis travailleuse sociale, mais je suis capable de lire le Code civil. J'ai été voir un petit peu qu'est-ce qui se disait, puis c'est assez vague. Finalement, ça dépend de bien des affaires, du contexte de l'enfant, de son âge, de ses vulnérabilités. Pareil dans la loi sur le divorce, on en parle, mais c'est comme pas clair. C'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant? Il y a des raisons à ça. Souvent, c'est un concept qui est volontairement laissé flou dans le droit. Pourquoi? Parce que ça permet, justement, au droit d'évoluer dans le temps, de suivre les mœurs de la société. Puis, qu'est-ce qu'on considère le meilleur intérêt de l'enfant? Ça varie dans le temps. Par contre, le désavantage avec ça, c'est qu'on peut interpréter ça de façon assez large. C'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant? Par exemple, si vous prenez un enfant, vous pouvez lui demander si, d'après lui ou elle, manger autant de bonbons qu'il ou elle veut, c'est dans son meilleur intérêt. La réponse va sûrement être oui, alors qu'un parent va sûrement vous répondre que c'est peut-être pas dans son meilleur intérêt, surtout si c'est avant de se coucher. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de réponse claire sur c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant. Je vais comme aller voir de bord
c'est quoi, comment que ça se vit pour les enfants qui grandissent dans ces familles-là? Puis ben moi, je m'intéresse particulièrement aux familles polyparentales, qui est comme une sous-catégorie des familles pluriparentales. Puis juste sur mon sujet d'étude, ben j'ai trouvé 7 articles. Fait que c'est comme pas 0. D'un petit peu partout dans le monde, là, mais vous pouvez voir qu'on en a quand même 4 au Canada. Fait qu'au Canada, on se pose la question sur qu'est-ce qui se passe aux enfants qui grandissent dans ces familles-là. D'abord, les études, ce qui nous parle, c'est de quoi ça a l'air. Il y a différentes façons de faire famille de manière pluriparentale. Pour ceux et celles qui décident d'exercer la pluriparentalité sans chercher de reconnaissance légale, bien, plus souvent, ça va être des modèles hiérarchiques, où est-ce qu'il va y avoir un couple principal qui va agir comme parent, puis les autres adultes vont s'ajouter à cette constellation-là, puis vont plus être considérés par les enfants comme des membres de la famille choisie. Pour les familles qui veulent vraiment une pluriparenté, ben là, ça va être des familles qui vont être vraiment pensées d'avance. T'sais, on va décider qui fait quoi, on va décider des ententes de qui vit avec qui. On va aussi chercher à protéger les parents qui ne sont pas légalement protégés, soit par des documents administratifs, donc s'arranger pour que tous les parents soient nommés, soit par des moyens financiers, donc tous les parents vont placer de l'argent dans un compte épargne pour l'enfant. Ou, des fois, il va y avoir aussi des contrats notariés. Tout ça dans l'idée que, bien, s'il arrive quelque chose, on ne souhaite pas, mais s'il arrive quelque chose, que le droit du parent ou des parents qui ne sont pas légalement reconnus, puis son contact avec l'enfant puisse être maintenu. Puis bien là, les enfants, eux, ils ont une opinion là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'études qui interrogent directement les enfants. Là. Il y a comme des enjeux éthiques à faire de la recherche auprès d'enfants. Mais par groupe d'âge, les jeunes enfants, ils ne voient pas la différence, même qu'ils trouvent ça pas mal cool d'avoir plus de cadeaux à leur fête puis plus d'adultes. Chez les enfants un petit peu plus vieux, ben là, ils commencent à se rendre compte que leur famille n'est pas tout à fait pareille de la famille de leurs autres amis à l'école. Ils réalisent que ils n'ont pas nécessairement les mots non plus pour expliquer c'est qui ces adultes-là supplémentaires dans leur vie. Puis, vu qu'ils n'ont pas de représentation nulle part, c'est comme dur pour eux, de nommer. Mais sinon, ils apprécient encore une fois qu'il y ait plus de personnes à qui se confier, avec qui faire des activités. Puis, chez les ados, là, c'est un petit peu plus variable. Mais la plupart des ados, je dirais, sont soit contents pour leurs parents ou classiques ados, sont indifférents. Fait en résumé, les avantages qu'ils trouvent, plus d'adultes, c'est le fun. Il y a cette idée-là aussi que justement, il y a beaucoup de textes qui parlent de la communication puis du fait que les jeunes apprécient d'avoir des familles où c'est plus possible de communiquer. On n'est pas trop sûr pourquoi, mais mon hypothèse personnelle, c'est que plus d'adultes, ça fait plus de monde qui se parle puis qu'à un moment donné, à force de parler, tu deviens meilleur. Puis, sinon, en cas de conflit, c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un pour faire l'arbitre. Du côté des inconvénients, c'est là que, c'est là que les gens qui s'opposent à cette reconnaissance-là martèlent qu'il y a des risques. C'est que, au niveau des séparations, il y a des jeunes qui ont vécu des pertes justement parce qu'ils ont perdu contact avec un parent, par exemple, qui n'était pas légalement reconnu suite à une séparation houleuse. Il y a le jugement des autres aussi qui est lourd pour ces enfants-là. Puis, excusez, je le manque pas, je le vois pas bien. Pour ceux qui habitent tous ensemble, ça fait des fois beaucoup de monde à la messe. Les gens trouvent que les enfants, ils trouvent des fois qu'il manque un peu d'espace. Puis, sinon, ma préférée, celle qui m'a fait beaucoup rire, qui est surtout présente chez les ados, c'est que, plus de parents, si tu skippes l'école, tu as plus de chances de te faire pogner. Puis, là, du côté des parents, ça se répète encore. Eux autres, ils aiment ça, plus d'adultes. Pas pour les mêmes raisons. Pour eux, c'est la possibilité d'avoir plus de temps de repos, plus de répit. Fait que tu peux prendre un bain sans te faire crier « Maman » ou qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne répondre. Ils apprécient aussi, justement, ça répond pour certaines personnes à une vision plus communautaire de la famille.
Puis, ben, je ne sais pas si vous avez comme payé votre loyer récemment, mais ça peut être cool d'être plus pour payer le loyer puis les choses des enfants. Puis, ben, du côté des inconvénients, ben là, même chose. Tu sais, ces parents-là, ils sont préoccupés là, du bien-être de leurs enfants. Fait qu'ils ont peur que leurs jeunes se fassent intimider à l'école parce que la famille est différente. Ils ont peur aussi des conséquences possibles d'une séparation, étant donné que ce n'est pas légalement encadré, tout ça. Ils ont aussi des difficultés avec les institutions, tu sais, comme par exemple, aller à la garderie ou à l'école, tu sais, sur un formulaire, il y a souvent de la place pour 2 parents. Autoriser des soins à l'hôpital. Puis ben, même, il y en a qui ont peur, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de reconnaissance légale pour cette forme de parentalité-là, que ça puisse faire l'objet d'un signalement en protection de la jeunesse. Donc, on voit que c'est des parents qui sont quand même stressés par rapport à ça. Fait que, ben, moi, j'aimerais ça continuer avec quelques petites pistes de réflexion. Tu sais, tout ça, ça m'amène à me questionner sur, ben, est-ce qu'on veut vraiment 2 parents à tout prix, considérant que, ben, la famille, qu'est-ce que c'est faire famille, ça évolue ces dernières années. Puis, ben, ça met surtout en lumière cette recension des écrits-là que j'ai fait, que ben, le droit a plusieurs limites. Comme si un parent décède, par exemple, si les 2 parents légalement reconnus décèdent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le parent qui n'est pas légalement reconnu peut avoir la garde de son enfant? Donc, il y a plusieurs trous, en fait, dans le droit tel qu'il est actuellement, qui ne répond pas aux besoins de ces familles-là. Puis, bien là, je vais passer rapidement, mais il y a quelques auteurs qui ont proposé des alternatives à ça, c'est-à-dire différents statuts de reconnaissance pour différents types de parents. Là, j'ai mis une échelle proposée par Abraham, mais il y en a plein d'autres, parce que, bon, étant donné qu'il y a une multiplicité de familles comme ça, ben, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Fait que la proposition, ce serait de peut-être avoir différentes options dans la loi pour reconnaître différentes formes de parentalité. Donc, pour revenir sur les propos de M. Simon-Jolin Barrette, ben, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a aucune étude qui démontre que c'est favorable aux intérêts des enfants d'avoir plus de 2 parents. Ben, déjà, moi, j'ai un problème avec l'idée qu'une étude démontre quelque chose, surtout dans quelque chose d'aussi complexe que qu'est-ce qui est l'intérêt de l'enfant qui se base sur des valeurs. Par contre, ben moi, en faisant de la recherche, ben, je me dis qu'au moins, je peux souligner les avantages et les inconvénients d'une pratique, puis que ça serve peut-être à ce que des gens prennent des décisions plus éclairées qui ont des impacts sur les familles à tous les jours. Fait que, ben, je vous remercie, puis je suis prête à entendre vos questions. Ça fait plaisir. Merci Sophie pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Personne? Non? Bon. Ah, attends. Oui, c'est ça, je vois des petites mains. Bah, vas-y, répète juste la question s'il te plaît. OK, si j'ai nommé le contexte des citations, oui, je l'ai fait rapidement. Dans le fond, il y a eu une réforme du droit de la famille qui s'est passée. C'était en chantier l'année dernière, ça a passé cette année. Simon-Jolin Barrette, c'est le ministre de la Justice. Et il a dit ça lors d'une conférence de presse pour justifier le fait que il n'allait pas inclure à la plus récente réforme du droit de la famille l'existence de ces familles-là. Il y a une question au micro, après on prendra ta question au bar. Les bénévoles du citoyen ont préséance. Merci Sophie pour ta présentation. Je voulais savoir, est-ce que tu vois une limite pratique si on ouvrait la voie à la légalité de la coparentalité? Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir 1000 parents? C'est une bonne question. Puis d'une province, parce qu'il y a des provinces canadiennes qui l'ont régulé. Tu sais, je pense entre autres à la Colombie-Britannique. Puis c'est souvent une limite hypothétique que les gens disent. Ouais, mais là, il peut y avoir comme 40 parents. Ben, dans les faits, dans les études que j'ai consultées, c'est plus entre 3 et 6 parents que ça se joue. Il y a des provinces canadiennes qui ont mis des limites sur le nombre de parents.
Puis, il y a des provinces canadiennes qui n'ont pas mis de limite. Je sais que la Colombie-Britannique n'a pas mis de limite, puis que depuis que c'est en place, c'est un phénomène assez rare. Il y a moins de 10 familles, je pense, qui ont été reconnues de cette façon-là. Je ne sais pas, par contre, le nombre de parents dans ces familles-là, mais jusqu'à présent, dans les endroits où c'est légal, ça n'a pas été un enjeu, le nombre de parents. Un gros merci. En même temps, il faut que tu sois en relation avec tout ce monde-là aussi. Là, fait que, il y a des limites physiques. Oui, ben, par exemple, si ça t'intéresse... Ah oui, répétez la question. Donc, monsieur ici au bar demandait si... parce que là, je m'étais intéressée à la question des enfants, mais il demandait si c'est quelque chose qui apportait aux parents aussi. Puis, ben oui, il y a quelques études là-dessus sur qu'est-ce que ça apporte aux parents. Entre autres, au niveau de la répartition de la charge d'élever un enfant, c'est comme très apprécié de pouvoir compter sur plus d'adultes pour, si jamais un enfant tombe malade, qui prend congé, la rotation de tout ça, les aspects financiers, c'est apprécié aussi. Puis sinon, ben, il y a même au Québec la chercheuse québécoise Mylène Allary, qui est dans mon PowerPoint quand que je parlais des experts que j'ai pas parlé parce que on n'avait pas le temps. Il y a cette dame-là ici qui s'est intéressée en fait à comment ça se vivait chez les parents en relation polyamoureuse, plus précisément. Puis qui, oui, trouvait que justement, les parents y trouvaient beaucoup des avantages. Bon, c'est sûr qu'elle s'est intéressée aux parents polyamoureux, donc chez qui à ça s'ajoute une orientation relationnelle. Fait que là, il y avait un aspect aussi affirmatif de son orientation relationnelle. Mais oui, il y a des bénéfices pour les parents qui pratiquent cette forme de parentalité-là. On a une dernière question au fond, micro. Oui, je me demandais s'il y avait des gens, si tu savais s'il y avait des gens qui s'étaient intéressés à symétriquement, si tu es un enfant unique, tu as plus de parents que si tu es un enfant parmi une famille de 12 qui ont 2 parents pour 12. Donc, comme le nombre de parents par enfant, on peut avoir reconnu légalement autant d'enfants qu'on veut en tant que parent, mais en tant qu'enfant, on peut juste avoir jusqu'à 2 parents reconnus. Il y a comme une asymétrie là-dedans. Ah, c'est un angle intéressant. Les autres, vous avez bien compris la question? Oui, c'est ça. La personne au micro disait que, bon, les parents peuvent avoir un nombre infini d'enfants s'ils veulent, puis qu'ils vont tous et toutes être reconnus. Bien évidemment, les parents n'ont pas un nombre infini d'enfants parce qu'ils ont un nombre fini d'énergie et de temps. Mais il soulignait qu'il y avait comme une asymétrie que les parents peuvent se faire reconnaître autant d'enfants qui le veulent, entre guillemets, mais que l'inverse n'est pas vrai, qu'un enfant ne peut pas se faire reconnaître autant de parents qui le veulent. Je ne sais pas exactement quoi répondre à ça. C'est pas un angle d'analyse que j'ai vu vraiment dans la recherche. Puis j'ai pas... c'est quand même un domaine de recherche émergent, puis c'est quand même un modèle familial qui commence tout juste là duquel on commence tout juste à être conscient, puis qui est encore très stigmatisé, fait que ces familles-là aussi souvent vont le cacher, fait que c'est comme un peu difficile de dire en moyenne ces familles-là ont combien d'enfants, fait qu'il y a combien de parents par enfant. Je pourrais pas te répondre. Bon, merci. Merci Sophie. Merci pour les questions. Si j'ai vu qu'il y en avait qui avaient encore des questions, n'hésitez pas à discuter avec Sophie après. Oui, ça va me faire plaisir. Voilà. Merci Sophie pour la présentation. Merci.